bienvenue dans le mood numéro je ne sais plus, c'est Christophe. Aujourd'hui, je vais te parler d'autosabotage qui est une conséquence de traumatismes non réglés dans nos vies. Et on fait tous plus ou moins ça quand on regarde. Hier, je vous ai partagé une vidéo de Géraldine Prévost-Gigant qui parle de l'auto-sabotage en règle que Will Smith a fait avec cette fameuse affaire de la gifle il y a quelques années. Elle en parle dans son livre « L'automaltraitance émotionnelle » que je vous recommande. Et elle démontre justement cette action et ça lui a quand même coûté sa carrière en fait. Et elle explique très bien, que ce soit dans la vidéo ou dans son livre, cette conséquence. De où vient-elle? Pourquoi? Pourquoi on met en place ces mécanismes d'autodestruction, d'auto-sabotage? On le fait plus ou moins tous. Moi, pour ça, je pense que j'ai été un champion une grosse partie de ma vie. Dans une vie d'avant, avant d'être thérapeute, j'étais directeur de magasin, directeur régional. Dans le dernier magasin que j'ai géré, je n'avais jamais eu autant de bons résultats. Enfin, il n'avait jamais eu autant de bons résultats dans ce magasin-là, quand je l'ai repris. L'année avant mon burn-out, parce que ça m'a amené au burn-out, j'étais l'un des seuls magasins en positif. Malgré tout ça, je ne me sentais pas légitime. Non. Je ne me sentais pas légitime du tout. Et ce, parce que je suis venu en ce métier en autodidacte. Je n'ai pas fait d'études de commerce. J'ai fait biologie, rien à voir. Et pourtant, j'ai travaillé pendant presque 20 ans dans la direction de magasin. J'ai travaillé pour M6, la chaîne, où j'ai été superviseur de leur magasin M6 boutique. Et j'avais ce syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur m'a amené justement à cette autodestruction, à cet auto-sabotage en règle. Et c'est ce qui s'est passé avec Will Smith et ce qui s'est passé avec plein d'autres stars quand on regarde. J'ai envie de vous évoquer quelqu'un dont j'ai été proche, qui a été dans ma vie pendant un bon paquet de nombre d'années, qui ne l'est plus aujourd'hui pour des raisons qui me sont... on évolue et on n'est plus forcément en accord avec une partie de l'entourage, qui, elle, est un exemple criant de trauma non réglé de l'enfance, auto-sabotage. Vous avez tous connu cette fameuse chanteuse des années 80 qui avait des cheveux hirsutes, qui avait un look assez spécial, qui avait des maquillages sur les tempes, qui a vendu énormément de disques entre 1984 et 1987. Cette chanteuse, c'est Jeanne Masse. Tu te souviens, toute première fois, en rouge et noir. Et ouais, je connais la chorégraphie. Jeanne Masse, c'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois. C'est quelqu'un avec qui j'ai conversé, avec qui j'ai échangé.
Jeanne Mas est l'exemple le plus criant dans la variété française d'auto-sabotage. Il faut savoir quand même qu'entre 84 et 87, elle était numéro 1 et elle a vendu en 4 années plus de 4,5 millions de disques, ce qui est énorme. Elle vendait, il y a des, je crois que toute première fois où elle est sortie, elle vendait 30 000 disques par jour, mais vous imaginez même pas. Un succès phénoménal. Elle faisait toutes les télés, tout. Et puis un jour, bah paf, la chute libre, un changement d'équipe, on va dire, des prises de position, et bah un auto-sabotage en règle. Et elle a beau continuer à sortir des albums, je crois qu'elle en a sorti pas loin, plus de 20 albums, 40 ans de carrière. D'ailleurs, elle continue, mais une carrière beaucoup plus minimaliste par rapport à avant. Pourquoi? Parce que c'était de l'auto-sabotage. Elle s'est sabotée toute seule en faisant des mauvais choix de carrière, en faisant un peu n'importe quoi. Et ça a commencé une carrière fulgurante et puis une disparition des médias en 87-88 pour s'occuper de sa vie privée, et puis elle revient en 89 avec un nouvel album un peu plus rock, mais plus percutant, plus où elle dénonçait les viols, les guerres, etc. Mais des prises de position, quand on analyse, quand on regarde des passages de télé de cette période, où elle est complètement, comment dire, elle est insolente, elle a la grosse tête, elle sort des énormités, elle est imbuvable. Là a commencé déjà l'autodestruction en règle. Mais quand on creuse un peu avec toutes ces années, donc moi je vous l'ai dit, je l'ai fréquenté, on a discuté. Quand vous la voyez, vous voyez une petite femme bourrée d'émotions. Il y a quelque chose chez elle quand on creuse. Jeanne n'a pas parlé beaucoup de où elle vient. On sait qu'elle est née en Espagne, ses parents ont émigré en France. Son enfance, on sait très peu de choses. La première chose qui est criant dans cet auto-sabotage, qui en résulte clairement de traumas de l'enfance non réglés, on sait que Jeanne avait un problème avec la nourriture. Dans un de ses livres, elle explique justement que durant les années faste où elle était numéro 1, elle avait un problème avec la nourriture, c'est qu'elle ne mangeait pas. Elle se nourrissait d'une tomate, par exemple. On sait au cours d'interviews très peu de choses de son enfance où, apparemment, enfant, elle avait un problème avec la nourriture. Elle est devenue végane parce que voilà, sa mère lui donnait à manger du lapin et elle détestait ça. Et quand elle allait au marché, elle trouvait ça horrible. Je crois qu'elle avait un problème de poids quand elle était enfant. Elle a dû en parler, il me semble. Donc déjà là, on voit le peu de choses que l'on sait d'elle. On voit
qu'il y a un problème de traumatisme qui n'a pas été réglé. On sait dans sa vie qu'elle a quitté la France très jeune, je crois qu'elle avait 16 ou 17 ans, pour aller vivre en Italie, qu'elle a vécu des choses, quand on lit entre les lignes, pas très sympas. Elle ne l'évoque pas, mais y a-t-il eu des agressions sexuelles? Clairement, c'était quelqu'un de torturé. Quelqu'un de torturé qui, à l'époque, très certainement, n'avait pas réglé ses traumas. Je sais qu'elle l'a fait puisqu'elle a écrit un bouquin, justement, qui s'appelle L'éveil, où elle parle qu'elle a eu une thérapeute spirituelle. Pas certain que tout a été réglé, au vu de ce qu'elle devient, de ce qu'elle fait, cette boulimie de sortir un album par an et qui est peu, c'est mon avis, merdique. Mais bon, voilà, on tombe encore dans l'excès. C'est exactement le chemin typique de l'auto-sabotage. C'est quelqu'un qui, à l'époque, ne s'aimait pas. Clairement. D'ailleurs, quand on regarde les interviews de l'époque, quand elle démarrait, je veux être reconnu pour mon talent. Je veux être reconnu. Ça, c'est typique. Je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas, donc j'ai besoin d'être reconnu. J'ai besoin qu'on me voie. Et toutes ces stars, généralement, c'est absolument ça. Alors, elle a eu accès à cette reconnaissance. Mais après est venue la chute, puisqu'elle est devenue aussi, comme on appelle en ce moment sur YouTube, shadowban des médias, boycottée par cette prise de position, par cette grosse tête qu'elle avait. Alors, elle vous dira que non, mais quand on voit certaines émissions où on lui dit qu'est-ce que vous pensez de, quand elle revient en 89, qu'est-ce que vous pensez de Stéphanie de Monaco ou de Mylène Farmer, où c'est sur le ton de l'humour, mais c'est quand même dit, j'ai ajouté des toilettes chez moi et je vais vomir. Même si c'est de l'humour, parfois on fait passer des messages à travers l'humour. Et souvent, ce que l'une de mes anciennes psys pendant mon burn-out me disait, quand on évoquait des choses où je rigolais, elle me disait, mais ce que vous faites là, c'est vous détournez les choses et ça s'appelle le rire de la mort. Et ben, c'est un peu pareil. Donc, oui, vous voyez, aussi stars qu'elles sont, quand on ne règle pas ces traumas de l'enfance, parce que là, il y en a quand même, je pense, un sacré paquet. Je vous dis, le peu que l'on sait, problème de nourriture, anorexique, décalage. Bon, on sait que relationnellement, avec sa maman, son père, on n'en a jamais parlé, c'était pas top. Voilà. Quelqu'un typique qui avait tout pour réussir et qui est parti dans l'autodestruction, dans l'auto-sabotage de sa propre carrière. Tous les traumas que l'on vit enfant influencent gravement notre vie d'adulte. Si on ne les prend pas en charge, on ne peut pas avoir accès à notre propre bonheur. On n'attire à nous que ce que l'on connaît. Et j'ai plein d'exemples dans les accompagnements que je fais, et j'en ai encore eu 2 dernièrement qui ont eu un changement de vie professionnelle
changement de poste pour quelque chose de plus fluide et de mieux. Et quand elles sont revenues me voir en séance, ça va pas. Et là, tout de suite, je les ai alertées parce qu'elles se mettaient en mode auto-sabotage. Parce que dans leur emploi d'avant, c'était une pression d'enfer, à la limite du burn-out. Et là, elles avaient accès à quelque chose d'autre où c'était plus fluide, où c'était une autre énergie, où il y avait moins de pression. Et du coup, ça n'allait pas non plus. Donc, je les ai alertés sur cet autosabotage. On en a en séance parlé. Ce livre, il est aussi bien pour les thérapeutes que pour vous. Et elles ont compris, on a déminé les choses et aujourd'hui, ça va, ça se passe très bien. Et on a creusé aussi pourquoi cet auto-sabotage en règle. Qu'est-ce qui n'a pas été réglé dans leur vie? Elles sont en chemin thérapeutique. Donc forcément, tout ne veut pas être réglé en un claquement de doigts. Mais on a mis le doigt dessus et elles ont compris leur mécanisme. Donc oui, nous sommes tous concernés par cet auto-sabotage, par cette auto-maltraitance émotionnelle. Quand on ne règle pas nos problèmes. Ça peut être même dans des relations amoureuses où vous rencontrez après des années de galère, après des relations toxiques, où vous rencontrez un homme ou une femme qui vous correspond et vous allez auto-saboter la relation. Parce que, quelque part, quand on ne règle pas nos traumas, on ne connaît que ça. Et c'est toujours ça qu'on rejoue inlassablement. Voilà ce que je voulais vous partager dans le mood d'aujourd'hui. Je vous conseille de lire ce livre, L'automaltraitance émotionnelle de Géraldine Prévost-Gigant. C'est une mine d'informations, aussi bien pour toi qui es thérapeute que pour ceux qui ne sont pas thérapeutes. Il est très accessible, il se lit très facilement. Et vous allez comprendre le mécanisme. Et même comme moi, qui suis thérapeute, je me suis laissé dire quand j'ai lu, ah ben tiens, j'ai encore ça à régler finalement. Et ben oui, de toute façon, le travail sur soi, ça dure toute une vie. Mais ouais, c'est franchement, je vous le conseille. C'était pas parti pour faire de la pub pour ce livre, mais je pense que voilà, le sujet est vachement important pour que ça vous alerte. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos ou un autre podcast. Ciao.